Je me souviens de chaque détail, comme si c'était hier. L'odeur du café trop fort du terminal, les annonces étouffées dans les haut-parleurs et ce froid dans la poitrine que rien ne pouvait réchauffer. C'était un matin de juin, à l'aéroport Charles de Gaulle. J'avais ma petite valise à roulettes, celle que j'utilise depuis des années, et les billets pour Nice soigneusement rangés dans la poche de ma blouse. J'avais économisé pendant des mois sur ma retraite pour offrir ce voyage à ma fille Christelle, à son mari Laurent et à ma petite fille Émilie. Ce devaient être des vacances en famille, simples et heureuses. Je voulais juste voir ma fille sourire, entendre les rires d'Émilie au bord de la mer, sentir que je faisais encore partie de leur vie. Mais ce jour-là, tout a basculé. Christelle était élégante, comme toujours, dans son tailleur beige et ses lunettes de soleil qui valaient sûrement plus que tout ce que je portais. Laurent pianotait sur son téléphone avec cet air supérieur qu'il ne quitte jamais. Et Émilie, 16 ans, était absorbée par son écran, se prenant en photo devant les vitrines duty-free. Quand je les ai rejoints dans la file d'enregistrement, traînant ma vieille valise, Christelle m'a jeté un regard que je connais trop bien. Un mélange de gêne et d'impatience. Elle a soupiré longuement avant de me dire, d'une voix forte que tout le monde a entendue, « Maman, tu ne te rends pas compte que tu ralentis tout le monde? Les vieux ne devraient pas voyager, franchement. » Le silence autour de nous a été immédiat. J'ai senti des regards sur moi, certains pleins de pitié, d'autres gênés. Laurent a levé les yeux au ciel, comme si ma présence était une erreur embarrassante. Émilie a baissé la tête, sans rien dire. Et moi, je suis restée là, figée, incapable de parler. Elle a continué, implacable. « Tu vas nous fatiguer avec ton rythme, tes plaintes, tes histoires. Ce voyage devait être reposant, pas une épreuve. » Ces mots ont claqué comme une gifle. J'ai senti quelque chose se briser en moi, pas de la colère, mais une sorte de lucidité glaciale. J'ai regardé les billets que je tenais dans la main. Ces morceaux de papier que j'avais payés en renonçant à mes petits plaisirs. Mes sorties au marché, un nouveau manteau, même certains de mes médicaments. Tout cela pour leur faire plaisir. Alors, sans un mot, j'ai déchiré les 4 billets lentement, méthodiquement. Le bruit du papier qui se déchire a résonné dans le hall comme un coup sec. Christelle est devenue blanche. « Maman, tu es folle, tu viens de tout gâcher !» Laurent a voulu s'approcher, mais j'ai levé la main pour l'arrêter. Je ne tremblais pas. Pour la première fois depuis longtemps, j'étais parfaitement calme. J'ai pris ma valise, j'ai tourné le dos à ma fille, à son mari, à ma petite fille, et j'ai marché vers la sortie sans me retourner. J'ai entendu Christelle crier mon prénom. J'ai entendu sa panique quand elle a compris que les billets étaient à mon nom, que sans moi, il ne pourrait pas embarquer. Mais je n'ai pas ralenti. En traversant les portes vitrées, un vent tiède a caressé mon visage. Et dans ce souffle d'air, j'ai senti quelque chose d'étrange. Un soulagement. Je me suis assise un moment sur un banc à l'extérieur, regardant les avions décoller les uns après les autres. J'avais le cœur lourd, bien sûr, mais aussi une clarté nouvelle. Pendant des années, j'avais accepté les petites humiliations de Christelle, ses remarques sur ma lenteur, mes vêtements, mes manières. J'avais tout excusé par amour. Mais là, devant des inconnus, elle m'avait effacé, comme si je n'étais plus rien. Je me suis surprise à sourire. Pas un vrai sourire, mais un de ceux qui naissent de la fatigue d'avoir trop encaissé. J'ai murmuré pour moi-même, « Eh bien, Suzanne, te voilà libre. » Je n'avais plus de billets, plus de voyage, mais pour la première fois depuis des années, je sentais que je pouvais aller où je voulais, sans devoir rendre de comptes à personne. Je suis rentrée chez moi en train, dans un silence complet. Dans le reflet de la vitre, j'ai vu mon visage, les rides, les cheveux gris, mais aussi une force tranquille que je ne me connaissais pas. Ce jour-là, à l'aéroport Charles de Gaulle, quelque chose est mort, oui, mais autre chose est née aussi. La femme soumise, la mère docile, la grand-mère disponible sans condition, tout cela s'est envolé avec les morceaux de papier que j'avais déchirés. Je ne savais pas encore comment j'allais reconstruire ma vie, ni par où commencer. Mais je savais une chose, plus jamais je ne laisserai quelqu'un, même ma propre fille, me faire sentir que je ne vaux rien. Et pendant que le train quittait Paris, j'ai pensé, parfois il faut tout perdre pour enfin se retrouver. Mais avant de continuer,
Vérifiez si vous êtes déjà abonné à la chaîne et dites-nous en commentaire de quelle ville ou pays vous nous regardez. Nous aimons beaucoup savoir jusqu'où nos histoires voyagent. Quand je suis rentrée chez moi ce soir-là, après l'épisode de l'aéroport, j'ai passé des heures assise dans le vieux fauteuil de Jean. C'était son fauteuil préféré, près de la fenêtre, celui où il lisait son journal chaque matin. Le tissu était un peu usé, mais il gardait encore l'odeur du tabac blond qu'il fumait en cachette. En regardant ce fauteuil vide, mes souvenirs sont revenus, un à un, comme un film que l'on aurait rembobiné trop vite. Jean et moi nous étions connus à Lyon, dans une petite fête de quartier. J'avais 20 ans, lui 26. Il n'était pas riche, mais il avait ce regard franc, ce sourire timide qui me faisait sentir en sécurité. Nous nous sommes mariés 2 ans plus tard, sans grande cérémonie. Juste nos familles, un repas simple et beaucoup de promesses. Pendant 40 ans, nous avons partagé la même table, les mêmes soucis, les mêmes rêves modestes. Jean travaillait comme conducteur de bus, et moi, j'enchaînais les petits boulots. J'étais couturière le soir, femme de ménage le matin, vendeuse au marché le week-end. J'aimais travailler, même si c'était dur. Chaque franc gagné avait une destination claire, les factures, les livres de Christelle, son uniforme d'école, ou plus tard, ses études à l'université. Quand Christelle est née, tout a changé. C'était mon unique enfant, mon miracle. Je l'ai aimée avec une intensité que je ne savais pas possible. Elle a grandi dans un appartement modeste, mais toujours propre, toujours rempli d'odeurs de soupe chaude et de linge fraîchement lavé. J'ai fait de mon mieux pour lui offrir une enfance heureuse, même si parfois je rentrais épuisée au point de ne plus sentir mes jambes. Jean était un homme bon, mais silencieux. Il ne parlait pas beaucoup, il préférait les gestes. Quand il déposait un bouquet de fleurs du marché sur la table, c'était sa manière de dire qu'il m'aimait. Quand il réparait la lampe du salon à minuit, c'était sa façon de me remercier pour le dîner. Nous n'avons jamais eu une vie de luxe, mais nous avions la dignité du travail bien fait. Les années sont passées vite. Christelle a grandi, belle, vive, ambitieuse. Elle voulait ce que nous n'avions jamais eu, des vêtements de marque, un téléphone dernier cri, des vacances à la mer. Jean disait souvent « Elle a de l'appétit pour la vie, ta fille ». Il disait cela avec fierté, mais moi, au fond, j'avais peur. Peur qu'elle apprenne à mesurer les gens selon ce qu'ils possèdent. Quand Jean est tombé malade, tout a ralenti. Le diabète, les hospitalisations, les médicaments. J'ai arrêté un de mes emplois pour m'occuper de lui. Christelle venait nous voir, bien sûr, mais toujours pressée. Elle disait qu'elle n'aimait pas les hôpitaux, que ça la mettait mal à l'aise. Je ne lui en voulais pas, je me disais qu'elle était jeune, qu'elle avait sa vie à construire. Après la mort de Jean, j'ai cru que Christelle se rapprocherait de moi. Au contraire, une distance s'est installée, douce d'abord, puis glaciale. Elle m'appelait de temps en temps, rarement pour savoir comment j'allais, souvent pour demander un service. « Maman, tu peux garder Émilie ce week-end ? Maman, tu pourrais venir m'aider à ranger ? Maman, tu feras ton gratin pour le dîner de Laurent ? » Et moi, je disais toujours oui. Parce que c'est ce que les mères font, non ? Petit à petit, je suis devenue invisible. Je n'étais plus la femme qui tenait la maison debout, ni la mère courageuse qui avait tout donné. J'étais juste maman, une silhouette discrète dans un coin de leur vie bien rempli. Un jour, je me suis surprise à attendre son appel. Le téléphone est resté muet. J'ai réalisé que je ne faisais plus partie de son quotidien. Ma présence n'était utile que lorsque quelque chose clochait. J'étais devenue une solution de secours, pas une priorité. Je ne disais rien, mais chaque fois qu'elle me regardait avec cet air supérieur, une petite blessure s'ajoutait aux autres. Pourtant, je continuais à la défendre devant tout le monde. Quand une amie me disait « Ta fille ne t'appelle jamais », je répondais « Elle travaille beaucoup, la pauvre, elle a une vie très chargée ». Même moi, je finissais par croire à mes propres excuses. Parfois, je repensais à la jeune femme que j'étais, celle qui riait dans les bals populaires, qui rêvait de voyage, qui espérait apprendre la danse ou la peinture. Cette femme-là avait disparu sans que je m'en rende compte. Elle s'était dissoute dans les lessives, les repas, les heures supplémentaires, les sacrifices invisibles. J'ai souvent entendu dire que l'amour d'une mère est inconditionnel. Peut-être que c'est vrai. Mais ce que je n'avais jamais compris, c'est que cet amour, quand il n'est pas respecté, finit par s'user comme un vêtement trop porté.
Ce soir-là, dans le fauteuil de Jean, j'ai compris que j'avais passé toute ma vie à donner sans jamais apprendre à recevoir. Et que c'est peut-être cela, le plus grand oubli de ma génération. Nous avons élevé nos enfants pour qu'ils volent, sans jamais leur apprendre à se retourner pour dire merci. Je n'ai pas pleuré ce soir-là. Je me suis simplement dit « Suzanne, il est temps de vivre autrement ». Quand je suis rentrée à Paris ce soir-là, j'ai eu l'impression de rentrer dans une maison étrangère. Mon petit appartement du 11e arrondissement m'a semblé plus silencieux que d'habitude, presque hostile. J'ai posé ma valise à côté du canapé et je me suis assise sans allumer la lumière. Le bruit lointain de la rue montait par la fenêtre entr'ouverte. Des klaxons, des pas pressés, une sirène quelque part. La vie continuait dehors, comme si rien ne s'était passé. J'ai sorti les restes des billets déchirés de mon sac et je les ai posés sur la table. Les morceaux de papier étaient encore froissés, tachés de mes doigts tremblants. C'était absurde. Mais je ne pouvais pas me résoudre à les jeter. C'était plus que des billets d'avion. C'était des mois de privation, des espoirs, un geste d'amour transformé en humiliation publique. J'ai fait du thé, sans vraiment en avoir envie. L'eau bouillait pendant que je fixais le vide. Dans ma tête, je revoyais la scène encore et encore. La voix de Christelle, froide, tranchante, la honte brûlante sur mes joues, les regards des passants. Comment en était-on arrivé là? À quel moment ma fille était devenue cette femme capable de piétiner sa propre mère, sans le moindre remords? Le lendemain matin, quelqu'un a frappé à la porte. C'était Claire, ma voisine du palier. Une femme douce d'environ 70 ans, toujours bien coiffée, toujours avec un mot gentil. Elle avait vu les journaux que j'avais laissés s'entasser devant ma porte. « Suzanne, je me suis inquiétée, dit-elle. On ne t'a pas vue depuis 2 jours. Tout va bien ?» Je ne savais pas par où commencer. Alors j'ai simplement dit « Non, pas vraiment, Claire. » Elle m'a regardée en silence, puis a posé sa main sur la mienne. « Viens boire un café chez moi, ça te fera du bien. » Chez elle, tout sentait la tarte aux pommes et la lavande. Elle m'a servi une tasse bien chaude et m'a écoutée sans m'interrompre pendant que je racontais tout. Le voyage, les billets, la scène à l'aéroport. Quand j'ai eu fini, elle a poussé un soupir et a secoué la tête. « Tu sais, ma chère, il faut beaucoup d'amour pour donner autant. Mais il faut aussi du respect pour recevoir sans détruire. Ta fille semble avoir oublié cette partie-là. » Je n'ai rien répondu. J'avais toujours défendu Christelle, même quand elle me blessait. C'était devenu une habitude, trouver des excuses à sa froideur, à ses paroles dures. « Elle a beaucoup de travail, tu comprends ?» ai-je murmuré. Elle est fatiguée, stressée. Claire a souri tristement. « Non, Suzanne, ce n'est pas le travail qui rend les gens cruels. C'est l'habitude d'être servi sans gratitude. » Ces mots m'ont fait plus d'effet qu'une gifle. Dans l'après-midi, Monique, ma voisine du dessus, est passée à son tour. Elle, c'est tout le contraire de Claire, directe, sans filtre, un franc-parler qui peut déranger, mais toujours sincère. « Claire m'a dit que tu n'allais pas très bien », lança-t-elle sans préambule. « Alors, qu'est-ce que cette fille t'a encore fait ?» J'ai essayé de minimiser, mais Monique m'a coupé net. « Arrête de la défendre, Suzanne. On t'entend souvent parler d'elle dans la cour, toujours avec cette fierté dans la voix. Mais moi, je l'ai vue, ta fille. Je l'ai vue te parler comme à une employée. Et toi, tu baissais la tête. » Ces paroles ont résonné douloureusement. Elle avait raison. J'avais laissé Christelle me traiter comme une servante et je m'étais persuadée que c'était normal, que c'était ça, l'amour maternel. Ce soir-là, après leur départ, j'ai longuement marché dans mon appartement. Chaque objet semblait me raconter une histoire différente. Les cadres avec les photos de famille, le bibelot que Christelle m'avait offert quand elle avait 10 ans, la couverture que j'avais tricotée pour Émilie bébé. Tous ces souvenirs étaient beaux, mais soudain, ils pesaient lourds, comme si chacun d'eux me rappelait tout ce que j'avais donné sans jamais rien demander en retour. Je me suis assise près de la fenêtre. En bas, la ville s'endormait lentement. J'ai pensé à Jean, à ce qu'il aurait dit. Il aurait sans doute haussé les épaules et murmuré « Tu t'es trop oubliée, ma vieille. » Et il aurait eu raison. Je crois que c'est ce soir-là
que j'ai commencé à voir les choses autrement. Pas encore avec colère, mais avec lucidité. Pendant des années, j'avais pris les humiliations pour des maladresses, les absences pour de la fatigue, les mots durs pour des moments de tension. Mais non. C'était un schéma, une habitude installée, un déséquilibre que j'avais moi-même laissé s'installer. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. À la place, j'ai ouvert un carnet et j'ai commencé à écrire. Pas une lettre, pas un journal, juste quelques phrases simples. J'ai été une bonne mère. J'ai donné. Maintenant, il est temps d'apprendre à me donner à moi-même. Ces mots m'ont fait du bien. Pour la première fois depuis longtemps, je me suis parlé à moi-même, sans honte, sans justification. Je n'étais plus seulement la mère de Christelle ou la grand-mère d'Émilie. J'étais Suzanne. Une femme fatiguée, certes, mais encore vivante, encore capable de choisir. Et au fond de moi, quelque chose murmurait doucement. Ce n'est que le début. Quelques jours après cette fameuse conversation avec Claire et Monique, j'ai pris une décision. Je ne voulais plus rester enfermée dans cet appartement à tourner en rond entre mes regrets et ma solitude. J'avais besoin d'air, de silence, de distance. Alors j'ai appelé ma cousine Marion, que je n'avais pas vue depuis presque 10 ans. « Marion, tu m'as souvent invitée à venir te voir à Annecy, tu t'en souviens ?» Elle a ri au téléphone, cette voix joyeuse que j'aimais tant. « Bien sûr que je m'en souviens. Tu disais toujours que tu n'avais pas le temps. Alors, tu viens enfin ?»« Oui, je viens. Ce week-end, si ça ne te dérange pas. » Elle n'a pas posé de questions. C'est ce que j'aime chez elle. Elle comprend sans qu'on ait besoin d'expliquer. Le samedi matin, j'ai pris le train de bonne heure. Le voyage m'a semblé plus long que prévu, peut-être parce que je n'avais pas pris le train depuis des années. Par la fenêtre, je regardais le paysage défiler. Les champs, les petits villages, les montagnes qui commençaient à apparaître au loin. C'était comme si je redécouvrais la France. À chaque virage, je sentais une petite liberté se faufiler en moi. Quand je suis arrivée à Annecy, Marion m'attendait sur le quai, souriante, un foulard coloré autour du cou. Elle m'a serré dans ses bras avec chaleur. « Tu n'as pas changé, ma vieille cousine, » dit-elle en riant. Juste un peu plus de sagesse dans le regard. Sa maison se trouvait près du lac, un endroit calme, entouré de fleurs et d'arbres fruitiers. L'air y était plus léger, plus doux que celui de Paris. Les premiers jours, j'ai dormi, beaucoup. Mon corps avait besoin de repos. Marion me laissait tranquille, se contentant de m'apporter un café le matin et de me parler de tout et de rien le soir. Petit à petit, je me suis sentie revivre. Un après-midi, nous sommes allés nous promener au bord du lac. Les montagnes se reflétaient dans l'eau comme dans un miroir. Marion s'est arrêtée et m'a dit « Tu sais, Suzanne, on ne rajeunit pas, mais on peut toujours recommencer. Ce n'est jamais trop tard pour changer de vie. » Ces mots sont restés dans ma tête comme une chanson douce. C'est vrai. Pourquoi pas? J'avais 68 ans, mais je pouvais encore apprendre, encore rire, encore aimer la vie autrement. Le lendemain, Marion m'a emmenée dans un petit centre culturel du quartier. Elle y participait à un groupe de lecture chaque jeudi. Les femmes là-bas avaient mon âge, certaines un peu plus jeunes, d'autres plus âgées. Elles parlaient de romans, de poésie, mais aussi de leur vie, de leurs enfants, de leurs envies. Il n'y avait pas de jugement, juste de la bienveillance. Je me souviens de la première fois que j'ai pris la parole. Mes mains tremblaient légèrement, mais j'ai osé dire ce que je pensais d'un livre que nous avions lu. À la fin, une femme m'a souri et m'a dit « Vous avez une voix très juste, Suzanne. On sent que vous parlez avec le cœur. » Ce compliment m'a émue plus que je ne l'aurais cru. Cela faisait si longtemps que personne ne m'avait écouté pour ce que j'étais et non pour ce que je faisais pour les autres. À la fin de la semaine, Marion m'a glissé « Tu devrais parler à un avocat, tu sais. Avec ce que tu m'as raconté sur Christelle et Laurent, il vaut mieux vérifier tes papiers. » On ne sait jamais. Elle avait raison. J'ai donc pris rendez-vous avec maître Arnaud Lefebvre, un avocat recommandé par une amie de Marion. Le jour du rendez-vous, j'étais nerveuse. Le cabinet se trouvait dans une vieille bâtisse du centre-ville, avec des murs tapissés de livres. Maître Lefebvre était un homme calme, à la voix posée. Il m'a écouté raconter toute l'histoire, depuis le début. Il ne m'a pas interrompu une seule fois. Quand j'ai fini, il a hoché la tête lentement. « Madame,
Il est très fréquent que des parents de votre âge signent des documents sans bien comprendre leurs implications. Nous allons tout vérifier ensemble. Il a parcouru les papiers que j'avais apportés. Après quelques minutes, il a levé les yeux vers moi. « Vous avez bien fait de venir. Certains documents donnent à votre fille un pouvoir de décision sur vos biens en cas d'incapacité. Ce n'est pas illégal, mais dangereux si la confiance n'est plus là. » Mon cœur a battu un peu plus fort. « On peut annuler cela ? Bien sûr, nous allons tout révoquer et tout refaire à votre avantage. » En sortant du cabinet, j'ai respiré profondément. Pour la première fois depuis longtemps, j'avais l'impression de reprendre les rênes de ma propre vie. Le soir, Marion m'a demandé « Alors, comment ça s'est passé ?»« Bien », ai-je répondu. « Très bien même. J'ai eu l'impression de reprendre un peu de pouvoir sur moi-même. » Cette nuit-là, j'ai dormi profondément. Aucun cauchemar, aucune angoisse. Seulement un sentiment étrange et apaisant. Celui de recommencer à exister pour moi. Le lendemain matin, en buvant mon café face au lac, j'ai eu cette pensée simple mais essentielle. Je ne veux plus vivre à moitié. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai souri sans me forcer. Quand je suis rentrée à Paris après mon séjour à Annecy, j'étais différente. Je ne savais pas encore exactement comment, mais quelque chose avait changé en moi. J'avais retrouvé un calme intérieur que je n'avais pas senti depuis des années. Je marchais plus droite, je parlais plus lentement, et surtout, je ne m'excusais plus d'exister. J'avais revu mes papiers avec maître Arnaud Lefebvre, révoqué tous les pouvoirs que Christelle détenait sur mes comptes et modifié mon testament. Tout était désormais clair, propre, à mon nom. Cela m'avait coûté du courage, mais je savais que c'était nécessaire. Pendant des années, j'avais tout laissé entre les mains de ma fille par confiance, par habitude, ou peut-être par peur d'être seule. Cette époque était terminée. Les premières semaines après mon retour, le silence a été total. Christelle ne m'a pas appelé. Pas un message, pas un mot. J'ai compris qu'elle avait appris que j'avais changé les documents. Puis, un après-midi, le téléphone a sonné. « Maman, dit-elle d'une voix sèche, il faut que l'on parle. Laurent et moi passons te voir demain. » Je n'ai pas répondu tout de suite. Mon cœur battait fort, mais je ne voulais pas lui donner la satisfaction de sentir ma peur. « Très bien, ai-je simplement dit. À quelle heure ? Vers 16 heures. Et prépare tes papiers, s'il te plaît. » Ces mots étaient comme un ordre. Je me suis sentie ramenée des années en arrière, à cette Suzanne obéissante qui disait toujours « oui ». Mais cette fois, ce serait différent. Le lendemain, j'ai rangé mon appartement, préparé du thé et posé sur la table du salon un dossier soigneusement classé. À l'intérieur, les nouveaux documents notariés, les copies des anciennes procurations annulées et le certificat signé du docteur Olivier Bernard, mon psychiatre. Ce papier, c'était ma protection. À 16 heures précises, ils ont sonné. Christelle portait un manteau beige impeccable, son éternel parfum envahissant l'air. Laurent était derrière elle, l'air fermé, une mallette à la main. Ils ne se sont pas assis tout de suite. Christelle m'a observé de haut en bas avant de dire « Maman, nous sommes inquiets pour toi. Ton comportement a beaucoup changé ces derniers temps. Je l'ai laissé parler. » Elle avait préparé son discours, cela se voyait. « Tu refuses notre aide. Tu prends des décisions impulsives. Tu fais des démarches sans nous consulter. Laurent pense qu'il serait peut-être plus sage de vérifier que tout va bien. Psychologiquement, je veux dire. » Laurent a alors sorti une enveloppe de sa mallette et l'a posée sur la table. Nous avons pris contact avec un spécialiste en santé mentale, le docteur Duval. Il doit passer la semaine prochaine pour faire une évaluation. Ce n'est rien de grave, rassure-toi. C'est juste pour ton bien. Je les ai regardés calmement. Une évaluation ? Pour savoir si je suis encore capable de penser par moi-même, c'est cela ? Laurent a esquissé un sourire professionnel. Ce n'est qu'une formalité. Si tu n'as rien à cacher, cela ne posera aucun problème. J'ai pris une gorgée de thé, lentement. Puis, j'ai ouvert le dossier posé sur la table et j'en ai sorti une feuille avec un cachet officiel. Je te remercie, Laurent, mais cette formalité a déjà été faite. Voici le rapport du docteur Olivier Bernard, psychiatre agréé. Il m'a reçu plusieurs fois ces dernières semaines. Son évaluation confirme que je suis en parfaite santé mentale, consciente, lucide
et capable de gérer mes affaires sans assistance. Je lui ai tendu le document. Christelle l'a pris d'une main tremblante. Elle l'a lu rapidement, et son visage a perdu sa couleur. Laurent, lui, est resté immobile, serrant les lèvres. Et ce n'est pas tout, ai-je ajouté. Maître Lefebvre a également déposé une copie officielle de cette évaluation chez le notaire, ainsi qu'un rapport sur vos anciennes tentatives d'obtenir une procuration permanente sur mes comptes. Christelle a levé les yeux vers moi, choquée. « Tu nous accuses de quoi, exactement ?»« De rien, mais je ne suis plus la femme naïve qui signe sans lire. » Le silence s'est installé, lourd. Laurent s'est levé brusquement. « C'est absurde, dit-il. Tu te fais manipuler, Suzanne. Ce maître Lefebvre t'a monté la tête. Je me suis levée à mon tour. Non, Laurent, ce n'est pas lui, c'est moi. C'est moi qui ai enfin décidé d'ouvrir les yeux. » Christelle s'est mise à pleurer. Des larmes silencieuses, peut-être sincères, je ne sais pas. « Maman, je voulais juste t'aider, je te jure. » Je l'ai regardée longtemps. Je voyais ma fille, mais aussi la femme qu'elle était devenue. Fière, contrôlante, incapable de supporter que je prenne des décisions sans elle. Aider, ce n'est pas décider à la place des autres, Christelle. C'est respecter leurs choix, même quand on ne les comprend pas. Laurent a compris qu'il avait perdu. Il a attrapé son manteau et s'est dirigé vers la porte. Christelle, hésitante, a suivi. Avant de partir, elle s'est retournée. « Tu vas le regretter, maman. » J'ai souri doucement. « Non, ma chérie. Pour une fois dans ma vie, je ne regrette rien. » Quand la porte s'est refermée derrière eux, j'ai ressenti un grand silence. Pas un silence vide, non. Un silence plein, apaisant, celui de la liberté retrouvée. Je me suis assise sur le canapé, le dossier toujours ouvert devant moi. J'ai caressé le coin du papier du docteur Bernard et j'ai pensé « c'est fini ». Ce jour-là, j'ai compris que la vraie force n'est pas dans les cris, ni dans la colère. Elle est dans la paix tranquille de ceux qui n'ont plus peur. Cela fait maintenant plusieurs mois que cette confrontation a eu lieu. Depuis, ma vie a pris un autre rythme, plus lent, plus doux, mais surtout plus à moi. Je me lève tôt chaque matin, j'ouvre les volets et je laisse entrer la lumière sur mes plantes alignées sur le rebord de la fenêtre. J'écoute le bruit de la ville qui s'éveille, le tram qui passe au loin, le voisin qui descend sortir son chien. Avant, ce silence me pesait. Aujourd'hui, il me rassure. Je peins beaucoup. Je ne savais pas que j'avais autant de patience pour mélanger les couleurs, attendre que l'eau sèche, recommencer un contour raté. La peinture, c'est un peu comme la vie. Il faut accepter les erreurs, les tâches imprévues, les nuances qu'on n'avait pas prévues. Au centre culturel du quartier, j'ai rejoint un petit groupe de femmes de mon âge. Nous peignons ensemble, nous parlons de tout, et parfois de rien. Elles m'appellent l'optimiste, parce que je ris souvent, parce que je trouve toujours quelque chose de beau, même dans les jours gris. Je voyage aussi, un peu. Rien d'extravagant. Quelques jours à Lille pour voir une exposition, un week-end à Lyon où j'ai retrouvé une amie de jeunesse et, récemment, 3 jours à Honfleur avec mon groupe de peinture. C'était la première fois que je voyais la mer depuis des années. Je suis restée longtemps à la regarder, sans penser à rien. L'eau bougeait doucement, comme si elle respirait avec moi. Je me suis dit que j'avais enfin trouvé une paix que je cherchais depuis longtemps. Un soir, alors que je rangeais mes pinceaux, mon téléphone a sonné. Un numéro que je ne connaissais pas. J'ai hésité avant de décrocher. « Allô ? » ?»« Mamie, c'est moi, c'est Émilie. » Sa voix a fait remonter des souvenirs. Sa petite main dans la mienne quand elle allait à l'école, ses dessins collés sur mon frigo. Je suis restée silencieuse quelques secondes. « Bonjour ma chérie, » ai-je répondu calmement. « Comment vas-tu ? » ?»« Mieux, mamie. Enfin, je crois. J'aimerais te voir, te parler. » Nous avons convenu de nous retrouver 2 jours plus tard dans un café près du canal Saint-Martin. Quand je l'ai vue arriver, j'ai eu du mal à la reconnaître. Elle avait grandi, bien sûr, mais c'était surtout son regard qui avait changé. Moins de fierté, plus de douceur. Elle s'est assise, les mains tremblantes autour de sa tasse. « Mamie, je sais que j'ai été horrible avec toi. J'étais jeune, idiote. » Je répétais ce que maman disait, sans réfléchir.
Je croyais que tu étais là pour servir tout le monde, comme si c'était normal. Je l'écoutais sans l'interrompre. Ses mots étaient sincères, maladroits, mais sincères. Un jour, j'ai entendu maman et Laurent parler de toi, continua-t-elle. Ils disaient qu'ils avaient voulu te faire passer pour folle pour récupérer ton appartement. Ça m'a choquée. J'ai compris ce qu'ils t'avaient fait. Depuis, je n'arrête pas d'y penser. Ses yeux se sont remplis de larmes. J'ai pris sa main doucement. Émilie, tu étais une enfant. Tu ne pouvais pas comprendre. Ce qui compte, c'est que tu comprennes maintenant. Elle a hoché la tête. J'aimerais que tu me pardonnes, pas pour moi, mais parce que je ne veux plus vivre avec cette honte. Je lui ai souri. Il n'y a rien à pardonner, ma chérie. On apprend tous un jour à regarder les choses autrement. Ce jour-là, j'ai retrouvé ma petite fille. Nous avons marché longtemps au bord du canal, parlant de tout et de rien comme deux amis. Elle m'a raconté ses études, ses projets, ses doutes. J'ai senti que quelque chose de vrai renaissait entre nous. Quelques semaines plus tard, j'ai reçu un message de Christelle. 3 mots seulement. Peut-on parler ? J'ai hésité longtemps avant de répondre, puis j'ai écrit « Oui, si c'est sincère ». Nous nous sommes retrouvés dans un café discret près de Montparnasse. Christelle avait le visage fatigué, les traits tirés. Elle a commandé un café noir, sans sucre, et pendant un moment, nous sommes restées silencieuses. « Je me suis séparée de Laurent », a-t-elle fini par dire. « Je ne pouvais plus vivre comme ça. Je n'ai pas réagi tout de suite. » Elle a continué. « J'ai compris trop tard ce que je t'ai fait. J'ai honte, maman. Je ne cherche pas ton pardon, mais j'aimerais réparer, un peu, si c'est encore possible. » Ses yeux étaient sincères. Je n'ai pas ressenti de colère, seulement une sorte de compassion tranquille. « Christelle, ai-je dit, je ne veux plus vivre dans le passé. Ce qui est fait est fait. Si tu veux avancer, fais-le, mais sans me forcer à revivre la douleur d'avant. » Elle a acquiescé, les larmes aux yeux. Nous nous sommes quittés sans promesse, mais avec un respect nouveau. Aujourd'hui, quand je pense à elle, je ne ressens plus de rancune. Christelle fait sa vie, Émilie vient me voir souvent. Mon appartement est plein de lumière, de rires, de toiles colorées. Je ne suis plus la Suzanne effacée d'autrefois. Je suis une femme libre, paisible, qui a appris que l'amour ne doit jamais se donner au point de se perdre soi-même. Chaque soir, avant de dormir, je regarde mes pinceaux posés sur la table et je me dis « Tu as enfin peint ta propre vie, Suzanne. Et cette fois, c'est toi qui choisis les couleurs. » Si cette histoire a touché votre cœur, répondez ici dans les commentaires. À ma place, qu'auriez-vous fait? N'oubliez pas de regarder la prochaine vidéo qui apparaît sur votre écran. Elle apporte un rebondissement surprenant et émouvant qui vous captivera du début à la fin.